Les cargos s'arrêtent net, puis le silence gagne les quais, comme si une routine réputée indiscutable venait d'être suspendue d'un simple trait administratif. En quelques jours, le cobalt est dit avoir triplé sur le London Metal Exchange, et ce chiffre brut fait apparaître une dépendance que beaucoup croyaient enfin maîtriser. Que vaut votre sécurité économique quand Ibrahim Traoré inverse la logique des règles et que des décisions présentées comme techniques deviennent pour vous aussi un risque tangible? Derrière la mécanique des permis et des corridors, un siècle d'illusions commence à se fissurer. Ce récit vise une tâche précise, démêler comment des gestes neutres, de la clause relue au permis gelé, ont produit un basculement durable dans les rapports économiques. Pour vous, lire l'Afrique de 2025 sans angle mort analytique persistant. On ne parle pas d'un épisode isolé, mais d'une redéfinition des règles implicites du marché mondial, là où l'aide, le partenariat et la stabilité changent de sens lorsque Ibrahim Traoré et d'autres fournisseurs reprennent la main. Quand des corridors d'exportation se figent, quand des audits s'imposent, quand une autorisation devient conditionnelle, la stabilité n'est plus une donnée, c'est une négociation. Cette nuance compte. Un contrat peut rester le même, mais l'habitude de ne pas le contester peut disparaître du jour au lendemain sans alerte spectaculaire. Et si l'on se posait une question simple, si la règle bouge d'un millimètre, qui encaisse le choc en premier? La suite avance avec une question directrice, simple et inconfortable. Comment un système réputé solide a-t-il révélé en si peu de temps sa vulnérabilité structurelle? Le signal n'a pas pris la forme d'un discours, il a pris la forme d'un chiffre. En 2025, le cobalt est présenté comme ayant triplé en quelques jours, et ce mouvement, apparemment technique, indique qu'un fournisseur peut réécrire les conditions de sa participation à l'économie mondiale. Ce premier choc répond déjà à la question de départ. La vulnérabilité n'était pas théorique, elle était logistique et contractuelle, cachée dans des procédures que personne ne regardait tant qu'elles tournaient. Pour comprendre pourquoi ce chiffre a eu tant d'écho, il faut revenir à l'architecture qui l'a rendu possible. Pendant des décennies, des accords commerciaux européens ont organisé un échange asymétrique, présenté comme coopératif. L'Afrique fournit des ressources, l'Europe définit routes, normes et clauses. Les préférences tarifaires donnaient une impression d'équilibre, mais chaque préconditionnel, chaque contrat d'extraction et chaque dispositif monétaire ajoutait un degré de dépendance supplémentaire. Des monnaies arrimées à l'euro, des exigences imposées aux banques locales et un afflux d'importations à bas coût ont freiné l'émergence d'industries capables de transformer la valeur sur place. Le système paraissait stable parce qu'il reposait sur l'inertie. Tant que les flux ne s'interrompaient pas, les courbes restaient lisses et les bilans rassurants. Pourtant, sous la surface, des fissures s'élargissaient. Dans le Sahel, le bassin du Congo et la Corne de l'Afrique, une génération de décideurs a commencé à poser une question simple. Pourquoi accepter des règles façonnées ailleurs quand les ressources sont ici ? C'est dans ce climat qu'Ibrahim Traoré devient un repère analytique. Non comme figure isolée, mais comme symptôme d'un tournant partagé où une formule sur la liberté qui commence dans l'esprit cesse d'être une phrase et devient une méthode politique, traduite en décision administrative. Des pays différents engagent des ruptures qui se répondent, révélant une logique commune, reprendre la main sur les conditions sans forcément rompre les échanges. Dès lors, lorsque des cargos s'arrêtent et que des permis sont suspendus, le doute initial trouve une première réponse. La règle, plus que le discours, déplace le pouvoir. Pour quitter les généralités, suivons des acteurs intermédiaires, ceux qui transforment une intuition en procédure concrète. Le changement ne vient pas d'un sommet spectaculaire, mais de salles de réunion modestes où des équipes techniques relisent des clauses longtemps considérées comme intouchables. Là, des ministres des Finances et des responsables juridiques découvrent que le levier réel n'est ni rhétorique ni idéologique. Il est administratif. Ce détail compte, dit Ibrahim Traoré, car l'administration fixe le tempo et la négociation. Commençons par un premier micro-récit. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des groupes étrangers n'interrompt pas seulement des opérations. Elle révèle que la souveraineté peut s'exprimer par un formulaire gelé et un calendrier repoussé. En quelques heures, des partenaires internationaux demandent des clarifications,
signe que l'autorité effective réside dans la règle, non dans la mise en sienne. L'effet psychologique est immédiat. Si une page signée peut être relue, alors rien n'est définitivement acquis. Poursuivons avec un deuxième micro-récit. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné déplace la négociation vers la chaîne de valeur. Les acheteurs doivent revoir leurs marges et les autorités mettent la transformation sur place comme condition minimale. La décision paraît technique, mais ses conséquences sont stratégiques, parce qu'elle change ce qui est négociable et ce qui ne l'est plus. Dans les deux cas, rien de théâtral, mais un même apprentissage. Les marchés commencent à intégrer l'hypothèse d'un fournisseur qui décide et les assureurs ajustent leurs exigences. Ce que cela change concrètement, c'est ceci. Quand la règle change, votre risque change aussi. Avant le basculement, les échanges ressemblent à une routine éprouvée. Les cargaisons partent selon des calendriers prévisibles. Les permis se renouvellent presque automatiquement. Les discussions restent cantonnées à des ajustements marginaux. Les marchés lisent ces flux comme des constantes. Puis vient l'activation. Elle n'est pas spectaculaire, elle est sérielle. Des gouvernements suspendent des permis, exigent des audits ou conditionnent les exportations à des capacités locales de transformation. Pris isolément, chaque geste paraît technique. Ensemble, ils créent un effet de seuil. Les cargaisons se figent. Les assureurs demandent des renégociations, les délais s'allongent, les techniciens réécrivent des calendriers. L'ancien système montre qu'il dépend moins de contrats solides que de l'habitude de ne pas les contester. Un même texte, une nouvelle lecture. Voilà le tournant. Le crescendo arrive lorsque ces décisions commencent à se répondre d'un pays à l'autre. Une annonce devient un précédent devient une méthode. La République démocratique du Congo déclare qu'aucun cobalt ne quittera le territoire sans raffinerie africaine. Le communiqué est bref, presque administratif. L'impact, lui, est immédiat. Le prix mondial du cobalt est présenté comme triplant en quelques jours. Des fabricants européens ralentissent leurs lignes, des ports méditerranéens se vident. Ce qui était un ajustement local devient un choc global. Dans ce pic, l'économie réagit comme un système nerveux. Le nickel s'agite. L'uranium se raréfie, selon les alertes relayées. Les constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de baisse de production, parfois de fermeture d'usines en quelques semaines. Chaque mot est prudent, mais la vitesse de l'alerte révèle l'absence de marges accumulées. Au même moment, d'autres États suivent des logiques parallèles. Le Nigeria propose des mécanismes de paiement alternatifs, contournant l'euro sans confrontation ouverte. La Namibie exige une participation nationale majoritaire pour toute nouvelle extraction. Le Ghana verrouille l'exportation de l'or non transformé. Aucun acte n'est spectaculaire pris seul. Leur synchronisation, en revanche, brise un modèle qui fonctionnait par coutume plus que par loi. C'est dans cette phase de tension que la figure d'Ibrahim Traoré prend une valeur de repère, non comme chef d'orchestre unique, mais comme voix qui assume publiquement ce que d'autres mettent en œuvre discrètement. Lors de réunions régionales et de prises de parole mesurées, il affirme que l'Afrique ne cherche pas la rupture, mais la cohérence. Ces mots donnent une lisibilité politique à une série de décisions techniques déjà en cours. Le message circule. Les règles peuvent être renégociées sans déclaration de guerre économique. Viennent alors les répliques en Europe. Les réunions d'urgence se multiplient, les industriels regardent leurs stocks tampons et découvrent qu'ils sont insuffisants. On parle d'ajustement temporaire. Mais les chaînes d'approvisionnement n'ont plus de marge. Chaque cargaison manquante devient une faille. Une inquiétude diffuse s'installe. La prospérité dépend désormais d'autorisations extérieures. La séquence se referme provisoirement sur une évidence. Ce qui a commencé comme des gestes administratifs s'est transformé en tournant systémique. Le centre de gravité s'est déplacé sans fracas, mais avec méthode. Et la dette de curiosité ouverte au départ se précise. Le pouvoir change quand les règles cessent d'être implicites. Le passage d'un flux continu à la conditionnalité suffit à tout révéler. Avant les restrictions, les flux miniers alimentent l'industrie mondiale avec une impression de normalité. Après des décisions successives, une seule variable déplacée expose la fragilité de l'ensemble. Ce basculement transforme des données routinières en signaux de rupture et oblige les acteurs à relire ce qu'ils pensaient stable. Autrement dit,
Ce n'est pas la quantité seule qui change, c'est la certitude d'accès, désormais négociée explicitement. Un premier indicateur apparaît, le cobalt. Lorsque la République démocratique du Congo annonce que l'exportation sera conditionnée à une capacité de raffinage local, le prix mondial est présenté comme triplant en quelques jours. Ce chiffre montre que l'accès, pas la demande, commande la valeur. Ce n'est pas décrit comme une flambée spéculative classique, mais comme la mise à nu d'une dépendance structurelle. Un marché qui croyait disposer de fournisseurs multiples découvre qu'un point de passage décisif n'est pas substituable à court terme. La hausse agit comme un projecteur. Elle rend visibles les dépendances cachées dans les contrats, les assurances et les calendriers de production. Batteries, automobiles électriques, énergie renouvelable, des secteurs entiers intègrent soudain un risque qu'ils n'avaient jamais modélisé comme politique. Le prix, ici, n'est pas seulement un prix, c'est un message sur la capacité à bloquer ou à autoriser. Un deuxième indicateur se dessine, les réserves monétaires. Le 1er août 2025, 6 pays d'Afrique de l'Ouest suspendent plus de 30 milliards d'actifs en euros, puis réallouent une part vers des devises asiatiques et moyen-orientales. Ce mouvement signale une réorientation calculée, pas une fuite panique. L'effet immédiat est psychologique autant que financier. L'euro, longtemps perçu comme une encre incontournable, devient une option parmi d'autres, et les marchés européens réagissent par nervosité. Le geste dit aussi autre chose. Gérer le risque monétaire peut se faire sans provoquer l'effondrement annoncé par certains analystes. De l'autre côté, des places africaines lisent cette séquence comme un apprentissage accéléré de la souveraineté financière, avec ses coûts, ses arbitrages et ses erreurs possibles. Un troisième indicateur se confirme, la chaîne industrielle européenne. Après la réduction des flux africains, des constructeurs automobiles allemands évoquent des risques de fermeture d'usines en quelques semaines. La rapidité de l'alerte révèle l'absence de marge tampon interne. Une industrie réputée robuste découvre que ses alternatives logistiques et ses stocks de sécurité sont insuffisants parce qu'ils avaient été conçus pour des retards, pas pour une conditionnalité durable. Les ports de Marseille et d'Anvers, décrits comme inhabituellement silencieux, deviennent des symptômes visibles. L'asymétrie s'inverse et la prospérité dépend d'autorisations extérieures. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une logique unique. Les minerais deviennent des leviers. Les devises se transforment en messages stratégiques. Les délais industriels agissent comme des capteurs de souveraineté. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'ajoute pas des chiffres, mais une cohérence. Ces prises de position rendent lisible ce que les indicateurs imposent déjà. La première dette de curiosité se referme donc sur des données, pas sur une humeur. Et une autre dette s'ouvre. Comment répondre aux critiques qui disent que tout cela serait exagéré ou réversible ? Pour mesurer la portée du basculement, il faut d'abord présenter les critiques dans leur forme la plus rigoureuse. Deux arguments dominent les analyses sceptiques et chacun mérite d'être entendu sans caricature, car il pointe de vrais risques de transition. Un premier argument revient souvent, la prudence structurelle. Selon cette lecture, suspension de permis, interdiction d'exportation et réallocation de réserves relèveraient d'une négociation tendue mais transitoire. Les économies africaines resteraient dépendantes des revenus des matières premières et les capacités industrielles locales seraient encore insuffisantes pour absorber l'ensemble des flux. Dans ce cadre, l'Europe conserverait des leviers financiers, technologiques et réglementaires capables d'amortir le choc, turbulence, par rupture d'époque. Le système traverserait une phase de renégociation, puis reviendrait vers un équilibre familier. Un deuxième argument mérite attention. Le risque de dépendance nouvelle. S'éloigner de l'Europe ne garantirait pas l'autonomie, car des capitaux asiatiques, des financements du Golfe ou des technologies importées pourraient recréer des asymétries similaires, simplement sous d'autres formes. La souveraineté proclamée pourrait alors masquer une rotation des partenaires plutôt qu'une transformation réelle. Le danger, dans ce scénario, serait de changer d'interlocuteur sans changer les règles du jeu. Ces objections sont cohérentes, mais les faits décrits dans le récit en limitent moins la portée. Le triplement annoncé du prix du cobalt,
l'alerte rapide sur des fermetures d'usines en Europe et la suspension coordonnée de plus de 30 milliards d'actifs en euros ne ressemblent pas à un seul geste isolé. Ils indiquent une capacité nouvelle à agir sur plusieurs leviers en même temps, ressources, monnaie et réglementation. Cette combinaison distingue une négociation ponctuelle d'une architecture en formation parce qu'elle produit des effets simultanés sur les prix, les calendriers et la perception du risque. De plus, les décisions attribuées à des pays aux profils différents, Mali, Ghana, Namibie, Nigeria, suivent une logique commune. Récupérer de la valeur ajoutée et redéfinir les conditions sans rompre les échanges. Cela réduit l'hypothèse d'un simple changement de tuteur parce que la stratégie décrite consiste à multiplier les options plutôt qu'à s'enfermer dans une dépendance unique. Dans cette lecture, la souveraineté n'est pas un état final, c'est une capacité à renégocier, à répéter, à ajuster. Le centre de gravité ne se déplace pas par slogan, mais par méthode, dit Ibrahim Traoré. La règle est désormais négociable. Jusqu'ici, les événements pouvaient être lus comme une succession de réactions. À partir de ce point, ils forment un cadre. Des décisions africaines cessent d'apparaître comme des exceptions et deviennent des références implicites pour les négociations futures. Les acteurs extérieurs ajustent leurs attentes avant même que les annonces ne tombent, et les marchés intègrent une grammaire nouvelle dans leur modèle. On ne demande plus seulement « que s'est-il passé ?», mais « quelle sera la prochaine condition ?» Le changement décisif tient dans la coordination. Restrictions sur les ressources, audit contractuel, réorientation monétaire. Ce triptyque n'est plus perçu comme une série d'initiatives isolées. Il devient une manière d'écrire la négociation, et donc de déplacer les primes de risque, les calendriers d'investissement et les clauses de sécurité. C'est ici qu'Ibrahim Traoré sert de point de lecture. Non parce qu'il dicte une direction unique, mais parce qu'il nomme ce que d'autres pratiquent déjà. Accepter que la règle soit discutée change la manière de l'appliquer. À mi-parcours, la question n'est plus d'établir l'existence du basculement, mais d'en mesurer les conséquences concrètes pour chacun. Les effets du réalignement ne se diffusent pas de manière uniforme. Ils traversent 4 sphères: État, entreprise, citoyens, équilibres régionaux, et chacune révèle une facette différente du déplacement de pouvoir. Un même geste administratif ne produit pas le même choc selon qu'on signe, qu'on produit, qu'on consomme ou qu'on arbitre. Pour les États, l'impact immédiat est institutionnel. Suspendre un permis, imposer un audit, conditionner une exportation, ces gestes redonnent un espace décisionnel longtemps contraint par des cadres externes. Mais cette autonomie a un prix. Elle exige des règles écrites, des calendriers crédibles et une discipline de coordination entre finance, justice et industrie. Là où cette cohérence progresse, l'État devient stratège, là où elle manque, les tensions internes réapparaissent et l'arbitraire menace. Dans cette pratique quotidienne, Ibrahim Traoré agit comme repère. La souveraineté n'est pas proclamée, elle se mesure à chaque signature. Et chaque signature, désormais, est relue comme un acte de politique économique. Pour les entreprises, les conséquences sont asymétriques. Sur le continent, les acteurs extractifs et énergétiques font face à de nouvelles obligations: participation nationale, transformation locale, transparence contractuelle. Certains y voient une contrainte qui réduit les marges d'à court terme, d'autres anticipent un repositionnement plus durable fondé sur l'intégration de la chaîne de valeur. La différence se joue souvent dans la capacité à investir dans la transformation plutôt qu'à défendre uniquement l'extraction. En Europe, l'effet est plus brutal. Des industriels découvrent que leur modèle reposait sur une continuité jamais garantie. Le triplement annoncé du cobalt ou les alertes sur des arrêts d'usines fonctionnent comme un rappel. Le risque politique était sous-estimé et les contrats ne remplacent pas l'accès. Pour les citoyens, les répercussions sont contrastées. Dans des métropoles africaines, le mouvement suscite un sentiment de revalorisation. Des ressources longtemps abstraites deviennent un enjeu public, associé à des emplois industriels et à des recettes mieux captées. Cela nourrit une attente nouvelle. Si la règle change, la redistribution doit aussi devenir plus lisible. Dans des zones rurales, la transition est plus ambivalente. Les bénéfices attendus
restent différés, tandis que des ajustements peuvent provoquer des tensions temporaires sur les prix ou l'emploi. Le récit de souveraineté inspire, mais il ne remplace pas les contraintes quotidiennes ni les arbitrages budgétaires. À l'échelle régionale et géopolitique, le déplacement est tout aussi net. L'Europe perd un rôle d'arbitre implicite. Les États-Unis hésitent entre inquiétude et opportunité. L'Asie et le Golfe deviennent des partenaires majeurs sans imposer un cadre unique. Les institutions multilatérales doivent revoir leur grille de lecture parce que l'Afrique n'est plus seulement un espace à stabiliser, mais un acteur à consulter. La suspension coordonnée de plus de 30 milliards d'actifs en euros, telle qu'elle est décrite, agit comme un signal. Des options monétaires existent et elle modifie la négociation. Et au fond, ce basculement se voit ici, ce basculement se mesure dans les procédures, les bilans et les perceptions, parce que les règles ont cessé d'être silencieuses. À court et moyen terme, l'évolution du réalignement peut suivre 3 trajectoires sur 6 à 12 mois. Aucune n'est certaine, parce qu'elles dépendent d'une variable centrale décrite dans le récit, la capacité à coordonner ressources, monnaie et alliances sans rompre les équilibres internes. Dans les 3 cas, la question n'est pas seulement qui parle, mais comment la règle s'applique, même quand Ibrahim Traoré se tait. Dans un scénario de base, consolidation prudente. Les gouvernements poursuivent la renégociation progressive des contrats d'extraction et de transformation en privilégiant des clauses plutôt que des annonces. Les restrictions à l'exportation restent ciblées et les audits deviennent une routine plutôt qu'un choc, ce qui stabilise les attentes. La diversification monétaire avance par paliers afin d'éviter des tensions excessives, et les mécanismes alternatifs sont testés sur des volumes limités. Les raffineries locales progressent à capacité partielle, soutenues par des partenariats multiples, avec des calendriers publics pour éviter l'arbitraire. Dans ce cadre, l'Europe s'adapte sans retrouver son rôle directif. Le système change, mais par ajustements successifs, et la prime de risque se réécrit lentement. Dans un scénario plus optimiste, intégration accélérée. La coordination régionale devient plus lisible, les règles sur les ressources gagnent en prévisibilité, et cela réduit l'incertitude pour les investisseurs. Les mécanismes de paiement alternatifs gagnent en interopérabilité et les projets industriels attirent des capitaux orientés vers la transformation locale, pas seulement vers l'extraction. Les administrations harmonisent leurs procédures, ce qui diminue les frictions entre pays et rend la conditionnalité plus compréhensible. Le résultat n'est pas une rupture des échanges, mais une montée en gamme des conditions. Plus de valeur ajoutée sur place et une négociation collective plus forte, plus stable. Dans un scénario plus sombre, fragmentation et pression croisée. Les intérêts nationaux divergent, certains privilégiant des recettes immédiates, d'autres bloquant des flux sans alternatives industrielles prêtes. Des tensions internes ralentissent la logistique et des pressions extérieures émergent sous forme de contraintes réglementaires ou de mesures coercitives. Les partenariats se font au coup par coup et les règles deviennent imprévisibles, ce qui nourrit la défiance des marchés autant que la contestation sociale. Si les règles se contredisent, alors l'incertitude reprend le dessus et le risque d'asymétrie nouvelle augmente, même sans retour à l'ancien modèle. Pour lire cette période avec justesse, retenez ceci. Ne pas chercher une rupture binaire, mais suivre le gradient de cohérence. Si les règles restent écrites, comparables et stables, alors la transition gagne en crédibilité. Si elles changent au hasard, alors la promesse se fragilise. Et une question reste suspendue, comme une dette de curiosité. Quelles étapes concrètes rendent cette cohérence mesurable semaine après semaine ? Pour les lecteurs professionnels, analystes, dirigeants, décideurs publics, ce moment agit comme un test stratégique. Les modèles de risque fondés sur la continuité des flux apparaissent insuffisants parce qu'ils sous-estimaient le pouvoir des procédures et surestimaient l'inertie. Il devient nécessaire d'intégrer des variables longtemps secondaires. Capacité de transformation locale, coordination réglementaire, crédibilité des cadres juridiques émergents et vitesse d'exécution administrative. Ce n'est plus de la prospective lointaine, c'est de la gestion courante. Ceux qui ajustent tôt leurs hypothèses gagnent en résilience. Ceux qui attendent subissent des ruptures qu'ils ne peuvent plus qualifier d'imprévues. Pour un public plus large, l'histoire fonctionne comme un révélateur.
Elle montre comment des décisions administratives, souvent invisibles, produisent des effets systémiques, sans sommet spectaculaire ni annonce martiale. Regarder l'actualité à travers les clauses, les formulaires et les chiffres change la lecture. On suit les mécanismes plutôt que les slogans. Un petit exercice aide. Quand un titre parle de crise, demandez aussitôt quelle règle a changé, qui la contrôle et quel délai elle modifie. Cette habitude réduit les réactions réflexes et augmente la compréhension. Pour les communautés africaines et la diaspora, l'impact est plus intime. Le réalignement ravive une mémoire longue, faite de dépendances héritées et de marges de manœuvre limitées, mais il augmente aussi l'exigence. La souveraineté devient un processus à surveiller, pas un objet à célébrer. 2 gestes simples peuvent ancrer cette vigilance, exiger la transparence des calendriers et suivre la cohérence entre promesses de transformation locale et décisions concrètes. Un 3e geste complète l'ensemble. Comparer, pays par pays, ce qui est annoncé et ce qui est réellement appliqué. Pour que la dynamique ne reste pas un moment isolé, une méthode s'impose, déjà visible dans les décisions décrites. C'est la réponse concrète à la question suspendue. Rendre la cohérence mesurable semaine après semaine par des étapes simples et vérifiables. Sans ces repères, la conditionnalité peut se confondre avec l'arbitraire et perdre sa crédibilité. D'abord, parlons de gouvernance des ressources. Les États définissent des minéraux stratégiques, puis fixent des critères clairs de participation nationale et de transformation locale. Qui fait quoi? Ministère des Finances et de l'Industrie avec des juristes publics. Et le rythme ressemble à ceci, sur un calendrier publié. Et pour mesurer cela, on peut suivre audit indépendant, clauses comparables et délai de réponse administratif suivi. Ensuite, venons-en à architecture monétaire régionale. Les mécanismes de paiement alternatifs et la diversification des réserves sont coordonnés par des instances communes. Concrètement, les acteurs concernés sont banques centrales et autorités de régulation. Et le rythme ressemble à ceci, par palier, pour limiter les tensions internes. Et pour mesurer cela, on peut suivre règles harmonisées, stress test et compte rendu public des arbitrages. Puis, concentrons-nous sur partenariat orienté industrialisation. Tout accord externe intègre, dès la négociation, ingénierie, formation et transfert de compétences liés à la transformation locale. Concrètement, les acteurs concernés sont équipe technique de négociation appuyée par des industriels. Et le rythme ressemble à ceci, avant l'ouverture des nouveaux permis. Et pour mesurer cela, on peut suivre indicateurs de capacité installée, calendrier de montée en charge et exigence de transparence. Après cela, regardons culture de souveraineté quotidienne. Contrôle parlementaire, transparence administrative et vigilance citoyenne deviennent la routine. Ibrahim Traoré sert ici de repères analytiques. La liberté comme point de départ mental se traduit par une discipline procédurale. Et pour mesurer cela, on peut suivre cohérence entre règles écrites, décisions appliquées et résultats observables. Enfin, terminons par prévisibilité. Les autorités publient des règles de transition, expliquent les motifs techniques et laissent des voies de recours claires. Et pour mesurer cela, on peut suivre baisse des renégociations d'urgence et stabilité des attentes des marchés. L'image qui revient n'est pas celle des marchés en panique, ni celle des sommets officiels. Ce sont les salles discrètes évoquées plus tôt. Ces espaces sans décor où des contrats ont été relus ligne par ligne. Là, un geste banal. Une clause annotée, un calendrier modifié, un permis suspendu a suffi à déplacer un équilibre que l'on croyait immuable. Le pouvoir ici ne crie pas. Il coche, il signe, il reporte. Avec le recul, le basculement n'apparaît ni soudain ni spectaculaire. Il se révèle progressif, presque silencieux, porté par une accumulation de décisions précises. C'est ce caractère méthodique qui en fait la force. Le changement ne s'impose pas par la confrontation, mais par la maîtrise des règles. Accepter de revoir ce qui semblait acquis devient une discipline, pas un slogan. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur. Non pour incarner une rupture héroïque, mais pour rappeler que la souveraineté,
commence par une disposition intérieure avant de s'inscrire dans des procédures. Et une phrase résume l'essentiel. La dignité change la direction du monde. Et ce motif relie le technique au humain sans le confondre en laissant une trace sobre. Ce récit ne cherche pas à clore un débat, mais à l'ouvrir sur des bases plus solides. Le réalignement décrit n'appelle ni célébration automatique, ni inquiétude réflexe. Il demande une attention nouvelle, capable de distinguer les gestes symboliques des transformations structurelles. Si vous suivez ces dynamiques, vous pouvez participer sans posture, apporter une lecture critique, signaler un détail procédural, ou partager une comparaison avec un autre secteur où la règle change tout. Vous pouvez aussi relever ce qui, dans votre propre environnement, dépend d'une autorisation que vous ne contrôlez pas. C'est souvent là que la dépendance se cache. Les désaccords argumentés et les compléments d'information ne fragilisent pas la discussion. Ils la rendent plus utile, plus précise, plus responsable. Pour le canal, l'invitation est simple. Dites quelle règle invisible vous paraît la plus déterminante. Ressources, monnaie ou réglementation. Et pourquoi ? Si vous voulez une suite, on peut décortiquer un seul levier à la fois en suivant la même méthode, clause par clause, et gardons une question volontairement ouverte, sans réponse définitive. Comment chacun peut-il adapter sa manière de penser l'économie mondiale quand les fournisseurs deviennent des décideurs à part entière ?